Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous choisir et de regarder cette émission si vous êtes du côté de Sangaredi, de Kamsar, mais aussi de Kolaboui, du côté de Bokeh. Merci de votre attention. Dans un instant, on va poursuivre ce débat politique avec M. Thibou Camara, le conseiller personnel du chef de l'État, très impliqué personnellement dans le processus politique dans notre pays. Avant de l'avoir sur cette antenne, j'ai cette réaction qui nous parvient de Ahmed de Paris. Il a suivi nos débats dans la première partie. Bonjour Titi, j'ai été effectivement coopté par le RPG Arc-en-Ciel pour les élections communales. J'ai été clair sur ma page officielle et tenu à présenter mes excuses aux jeunes Guinéens. Il faut apprendre de ces erreurs. Je suis heureux que cela m'arrive aujourd'hui, que de vivre de telles déceptions politiques étant vieux. Je pense que je suis assez rodé désormais pour rester constant et décisif. 2020 marquera définitivement la différence et nous attendons ceux qui pensent nous utiliser une nouvelle fois. On vous attend les pieds fermes. Nous donnerons nos voix à une personne qui pourra faire l'affaire de ce peuple et qui a posé des actes. On ne se laissera plus tromper par une bande d'apatrides. Ahmed de Paris, il y va très fort en bas. Il fait son mea culpa là en live, Ahmed Moussa. Allez-y fouiller, vous verrez qu'il a été frustré, il est vexé pour quelque chose qui a été dit qui n'a pas été fait. Absolument, je pense que c'est de cela qu'il s'agit à Boubacar Diallo. Mais s'il dit qu'il a compris le jeu et que à l'avenir, il fera tout pour éviter qu'il tombe dans le même piège, moi je dis que c'est tout bénef et on espère que ça puisse porter du fruit à l'avenir. Mais on a écouté Monsieur Aliou Condé tout à l'heure. Oui. C'est vrai, il y a une série de réclamations qui sont totalement légitimes, mais au-delà de ces réclamations-là, il faille s'entendre sur la réalité qu'il faut un certain nombre de préalables avant d'aller à des élections. On l'a dit depuis les premières années du règne du professeur Alpha Condé, on continue de le dire. Moi, je suis même étonné que ce soit maintenant que l'opposition ait compris, parce que de l'intérieur même de l'opposition, il y a de ces acteurs. Je me rappelle encore de Baouri, je me rappelle de Aliouba du bloc libéral, je me rappelle de Fayam, ex du bloc libéral, je me rappelle de Fayam Ilimouno, de Lansana Kouyaté, toutes ces figures de l'opposition guinéenne qui s'étaient levées contre le fichier électoral et même contre la CENI. Et elle disait très simplement, vous vous rappelez des propos de Baouri, il disait très précisément, si on va à des élections dans ces conditions-là, c'est absolu, Monsieur Alpha Condé remportera le scrutin. On ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, on se retrouve donc à cette ritournelle-là, parce qu'on en a parlé depuis le départ. Aujourd'hui encore, c'est le même débat qui se pose. On espère pour une fois que le cri et même la nécessité d'une telle réforme puisse tomber dans de bonnes oreilles, qu'il y ait une véritable volonté, une sincérité pour faire en sorte que, premièrement, le fichier électoral il soit revisité dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas de manipulation dans cette revisitation du fichier électoral. Et vous avez vu déjà, l'opposition n'est pas d'accord que ce processus soit mené par l'OIF seul. Parce que l'OIF aussi, quand même, ça renvoie à des situations dans notre pays. Mais imaginez bien que si l'opposition guinéenne ne voudrait pas que ce soit l'OIF qui soit derrière cela, parce que quand on parle d'OIF, à Bakar, absolument, on parle aussi de la France. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que depuis un certain moment, on a associé à l'OIF un volet qui est totalement politique et même diplomatique. Si on rejette donc la francophonie dans cette logique-là, c'est une série d'experts qui, à la base, relèvent donc de la France. C'est-à-dire qu'on peut pas... mais Aboubacar Diallo... On ne peut traiter d'aucun volet, d'aucune problématique du processus électoral en Guinée sans associer l'Union européenne. Mais Aboubacar Diallo... C'est pas possible. Mais c'est là que je voudrais en venir. Oui. L'OIF, ce n'est pas qu'une organisation et des experts comme ça avec lesquels on collabore de manière totalement isolée. L'OIF, c'est une institution internationale, donc
on pourrait, par prolongement, parler de communauté internationale représentée par cet OIF-là. Et la France, ce n'est pas rien au sein de l'Union européenne. Ma question, elle est simple. Pourquoi dire non à l'OIF et croire qu'avec l'Union européenne et avec les autres acteurs, ce sera, oui, avec les Nations Unies, le processus sera davantage qualifié. C'est ce qui est dans l'accord, c'est ce qui est dans les accords. Mais même si c'est cela, Boubacar Diallo, même si c'est cela, moi, ma préoccupation, et on comprend bien aussi les craintes de l'opposition, c'est cette question de confiance-là. Parce qu'avec l'État guinéen, ça ne marchera pas du tout. L'opposition n'acceptera pas d'aller de cette logique-là. Il faudra donc des acteurs internationaux qui viennent pour aider à aller plus loin. Ouais. Mais le problème aussi, c'est les accointances qu'a Alpha Condé avec à la fin, Aboubacar Diallo. À la fin, Aboubacar Diallo. Mais Moussa Moïse, tu permets, je ne suis pas du tout intervenu lors de l'interview. Permets que je termine ceci. Bien, vas-y. Alors, on voudra bien procéder à l'audit du fichier électoral, mais si la question de la CENI, et c'est en cela que j'apprécie bien que la question ait été posée, si la question de la CENI n'a pas été évacuée, on aura travaillé pour rien. Il faut que plusieurs recommandations, entre autres, qui ont été faites sur la forme, sur l'institution, sur le fonctionnement même de la CENI, soient prises en compte absolument, parce qu'au-delà de tout ce que l'on peut dire, ce sont des hommes qui mettent en application des lois et ces hommes-là sont tapis à la CENI. Si on ne peut pas faire confiance à l'institution qui va ainsi être formée, ce ne sera rien. Allez-y, Ahmed. Je pense que c'est encore dommage dans cette situation où il faut faire appel à l'OIF, il faut faire appel à l'Union européenne, il faut faire appel aux Nations Unies. Non, c'est des pays qui sont véritablement dans des crises, qui ont besoin de parfois toutes ces institutions pour régler des problèmes. Ces assistances. Nous, on en a vraiment, à mon avis, on ne devait vraiment pas tomber dans cette situation. On ne devait pas tomber dans cette situation en ce sens que ce pouvoir aurait dû se battre pour créer quand même une situation de quiétude, un climat de confiance. Ouais. C'est ce qui n'a jamais existé, Ahmed, malheureusement. Il n'y a jamais eu de confiance entre ne sort pas d'une guerre, on ne sort de rien. Après une transition, un président qui vient 8 ans après, on nous parle de l'OIF, on nous parle des Nations Unies. Pour moi, c'est choquant. C'est choquant et ça ne devrait pas arriver. C'est rabaissant. C'est rabaissant. Oui, c'est rabaissant. Et c'est dommage qu'on se retrouve dans cette situation. J'espère qu'ils trouveront une solution. Mais je pense que vraiment, ça fait honte de se sentir dans un climat pareil et de regarder d'autres nations en face qui ont quand même passer ce cap-là et que nous, on soit toujours dans cette situation. Amen. Allez-y, Moussa. C'est écrit dans les accords qu'il faudrait tous ces partenaires. C'est cela. Il faudrait que ces partenaires soient associés. Oui, mais on devait même pas ça, c'est quand même le respect de la parole donnée. Il faudrait que ce soit fait. C'est ce qui est consigné dedans. Pourquoi on ne peut pas respecter cela? Ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis d'accord pour le principe qu'on n'a pas toujours besoin d'être des assistés techniques. On n'en a pas toujours besoin. Mais comment, je me demande si dans la sous-région... Des éternels assistés, oui, sur tous les plans. Est-ce que dans la sous-région, il y a un pays où il y a autant de dialogue pour n'aboutir à rien du tout que la Guinée? Je ne pense pas. Il n'y a pas ce pays-là. C'est-à-dire, quand vous voyez les Guinéens dialoguer, vous avez l'impression que ce sont les plus pacifiques de la planète. C'est-à-dire qu'ils dialoguent pour s'entendre et pour appliquer ce sur quoi ils se sont entendus. Mais c'est faux. Ils dialoguent pour perdre du temps et pour bafouer ce sur quoi ils se sont entendus. Ouais. Mais on ne peut pas continuer comme ça à tourner le peuple. Moi, je veux dire, si la question de la CENI n'est pas résolue, si la question du fichier n'est pas résolue, et c'est la mouvance, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement qui a l'initiative de l'action, ouais. Mais il leur appartient donc de mettre en œuvre toutes ces recommandations-là. Si vous ne le faites pas, je pense que ça va laisser libre cours à cette tension et à cette reprise du langage de la rue. Ouais. On n'en a pas besoin pour l'instant. Parce que même le Premier ministre, pour qu'il commence à travailler, à avoir un peu de résultats, il faut qu'il y ait de la stabilité politique. Mais au-delà de la stabilité, moi j'aimerais... Parce que ce qui risque d'arriver, Moussa, c'est que le monsieur ne va même pas s'installer et que voilà, il va faire face aux différentes crises. Au-delà des visites, Dr Kassouri, qu'il mouille le maillot, qu'il descende jusqu'au fond, qu'il parte rencontrer les gens, qu'ils comprennent juste là où ça bloque. Le point d'achoppement et qu'il puisse s'impliquer. Il faut qu'il ait le soutien du président. Le président, la nommé Premier ministre, il est le promoteur du dialogue social. Il sait très bien. Mais s'il n'a pas le soutien du président, mais qu'il agisse de l'opinion. Il a beau se creuser le ciboulot, Moussa, ça ne marchera pas. Il agisse comme il a commencé, il a déjà fait de bons pas, qu'il continue à le faire. L'opinion saura au moins qu'il a eu la volonté de pouvoir décrisper la situation politique. Mais si ce n'est pas fait, je pense que ce n'est pas normal. Déjà, vous avez vu que le pont du dialogue n'est pas rompu. Il a été rencontré le chef de file de l'opposition.
le chef de file de l'opposition a envoyé une délégation à la primature. Il y a un mémo qui va tout sur ça, c'est facile, Moussa. Mais c'est déjà un bon pas. Ça veut dire que le pont du dialogue n'est pas rompu, contrairement à l'ancien gouvernement, à l'ancien Premier ministre. Oui. Maintenant, il va falloir, au-delà de cette superficie, de cette démarche superficielle, aller dans les démarches de fond, c'est-à-dire s'attaquer au problème. Exactement. Bien, allez-y, Rodney. Je pense que le Premier ministre Kassori Fofana le sait. Il a été un acteur politique majeur. Il est toujours dans notre pays. Il a participé à des marches. Il a participé à des marches. Avant-hier, il était opposant. Aujourd'hui, il est du côté du pouvoir. Donc, il sait très bien ce qui se passe. Il connaît très bien les points de blocage. Et nous tous, nous le savons. C'est une crise de confiance qui existe entre les acteurs politiques, entre les partis de l'opposition et l'État. Pourquoi appellerait-on à des techniciens étrangers? Pourquoi tendrons-nous les bras à l'OIF, à l'Union européenne, aux Nations Unies, aux ambassades, etc., pour venir intervenir dans une crise nationale? C'est parce qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée. Donc, à partir du moment où... Une crise qui est entretenue. Moi, j'estime et je pense que le problème de la CENI, le problème du fichier électoral est devenu une marchandise pour ces acteurs politiques. Et ils brandissent ça à chaque fois qu'ils ont envie de battre le pavé. Et le pouvoir en place, je pense qu'ils n'ont pas de bilan à défendre dans un pays où l'État a passé 8 ans en train de errer. Et il n'y a pas de processus de développement. La population est encore à un stade primaire où on cherche à se nourrir, rien qu'à se nourrir. Vous n'avez pas de bilan à défendre. Sinon, une élection, c'est quoi? La base d'une élection, c'est la défense du bilan du pouvoir en place, du pouvoir sortant et les contre-propositions de l'opposition. C'est là où ça n'existe pas dans notre pays. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire quand même que Kassori, il a des atouts dans son gouvernement. Les grandes gueules. Quand même faire bouger les lignes. Il y a Tibou quand même qui a rejoint son gouvernement. Il y a Bakar Silla aussi. Le problème, le problème est plus profond. J'ai pas compris. Je pense qu'il faut aller. Il peut s'impliquer aussi. On peut le mettre à contribution. Non mais attendez, il faut aller au-delà. Il connaît mieux l'association. Moi je pense qu'il faut aller au-delà des personnes. Il faut aller au-delà de Tibou. Il faut aller au-delà de Bakar Silla. Il faut prendre le problème globalement. Aujourd'hui, vous avez les élections communales qui sont déroulées. Jusqu'à présent, les conseils communaux ne sont pas installés. Donc, quelles que soient les personnes, quelle que soit la crédibilité des acteurs ça et là, tant que les problèmes de fond qui sont mis sur la table ne sont pas résolus, je pense que nous serons toujours dans cette crise perpétuelle. Il faut arrêter de jouer avec les nerfs des gens. Il faut arrêter de faire croire aux Guinéens qu'on est sincère là-haut, alors que c'est pas vrai. Il faut arrêter les petites conciliambules. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Merci. Lorsqu'une élection se déroule, les résultats doivent être des résultats sortis des urnes. En principe, les élections ne doivent pas être source de tensions permanentes dans un pays. Absolument. C'est des occasions de renouveler des Justement, c'est comme si vous me disiez qu'on a organisé des examens au niveau d'une salle de classe et les résultats qui ont été proclamés par le professeur ne sont pas les résultats issus de ces examens-là. Évidemment que les élèves ne seront mécontents. Mais lorsque vous proclamez textuellement les résultats issus de l'organisation d'une élection, ça ne crie pas. Je pense que ça crie pas. Ouais, mais pour cela, il faut prendre le temps de préparer au mieux les élections. Oui, absolument. Ouais, et ça passe par le fichier. Ouais. Normalement, en 10 ans, on devrait avoir 2 présidentielles, 2 législatives et les élections communales. 2 élections communales. On est là aujourd'hui, on est en train de se battre pour installer les exécutifs communaux de la des premières élections communales depuis 2010, alors que ces élections auraient dû être organisées au lendemain de l'installation de M. Alpha Condé au pouvoir. On parle de crise de confiance, mais je ne sais pas pourquoi on entretient cela. Pourquoi ces crises à répétition, on va de dialogue en dialogue, on n'applique pas le contenu. Vous parlez de l'atout de la présence de M. Tibou Camara dans le gouvernement et d'Aboubacar Silla. Mais M. Tibou Camara, il a désamorcé combien de crises depuis qu'il est là? Depuis qu'il est là. Vous pensez que ça va continuer comme ça? Il faut qu'on puisse un jour s'asseoir, s'entendre sur quelque chose et mettre en application ce sur quoi on s'est entendu dans ce pays. Depuis 2010, on est en train de dialoguer. On a fait plus de 5-6 dialogues. Donc finalement, le problème c'est qui? Je ne sais. À qui la faute? Pourquoi on n'applique pas le contenu? Parce que quand on écrit noir sur blanc, on dit on s'est entendu sur ça, il faut appliquer. Pourquoi on n'applique pas? À qui la faute? Je vous pose la même question. Parce je que vous repose la question également. Autant que moi. Bien, allez Ahmed. Ça veut dire que vous peut-être qu'Ahmed a la réponse. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas sincère parce que vous savez. Toi, tu le sais, Hiero sait, mais sauf que vous n'êtes pas sincère, vous ne voulez pas dire. Allez Ahmed. Dites-le alors. C'est le président de la République. C'est pour lui que les Guinéens ont voté. C'est lui qui est à la tête du pays. C'est à lui qu'on a confié le pays. Et à son tour, il a nommé des gens. Il est le seul responsable. Le seul responsable. Vous me parlez de soutien. Le Premier ministre, est-ce qu'il aura le soutien du président de la République? Mais il faut que le président ne le soutienne pas.
Il est venu pour aider le président. Le président l'a appelé pour dire viens m'aider. Je te prends comme Premier ministre. Ben, le soutien, la question ne doit pas se poser. Il vous apporte votre soutien, vous continuez le travail. Il ne vous apporte pas votre soutien, ben, vous le laissez. Le problème, Ahmed, ce sont les agendas cachés du président. Ben, peu importe, agenda caché ou pas, je dis bien que le Premier ministre est venu, soutien ou pas, la question ne doit même pas se poser. Obligatoirement, il doit avoir ce soutien. Il peut bien se casser la margoulette. Oui, mais c'est ce que je dis. S'il n'a pas ce soutien, le réverbère politique. Ben, s'il n'a pas ce soutien, ben, c'est aussi simple que ça, ben, qu'il s'en lave les mains. Je pense qu'en ce moment, ben, le président saura à qui il pourra évidemment confier ce tablier. Donc je dis que moi, à ce niveau, la question ne se pose pas. Et aussi, il faut sortir de cette situation. Sincèrement, on en a marre. Ça fait combien d'années on ne parle pas de développement? Pas du tout. Oui. On ne parle pas d'agriculture. C'est conditionné à la stabilité politique. Effectivement, mais oui, mais on ne peut pas continuer à continuer à entretenir. Qu'est-ce qui crée l'instabilité politique? Il faut résorber définitivement ces crises politiques à répétition. Non. Sinon, on ne peut même pas parler de développement dans notre pays. Oui, on ne peut pas parler de développement. Oui, c'est pourquoi le président de la République, à un moment, doit s'asseoir, comme je l'ai dit, qui s'est battu pendant longtemps au sein d'associations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Pour une certaine émergence de l'Afrique, je pense qu'il a une grosse responsabilité. Beaucoup l'ont soutenu, beaucoup l'ont pris pour idole. Ce n'est pas seulement en Guinée. Pour une référence. Pour une référence. Ils l'ont regardé. Mais aujourd'hui, quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'ils en tirent réellement? Beaucoup ont pris Mandela pour un modèle. Mais aujourd'hui, ils en tirent beaucoup. Il y a des prix Mandela, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, la question qui devrait se poser, c'est cela. Mon combat aura servi à quoi exactement? Qu'est-ce que les Guinéens et les Africains retiendront de moi? Je pense que c'est cette question qui doit se poser. En tout cas, sur le plan politique, il doit se poser cette question. Le plan politique, c'est que dalle, franchement. Voilà. Ouais. Allez-y, Tamba. Ça, c'est vous qui vous posez ce genre de questions. Mais si, c'est normal. Quand le pouvoir t'énivre, Aboubacar Diallo, à la fin, malheureusement, je pense que le président de la République est dans ce contexte-là, où le pouvoir est tellement beau, il se retrouve là-dedans. Il est couvert d'honneur. Pour lui, ça n'aura pas de fin, c'est quelque chose d'éternel. Je pense que c'est dedans qu'il est. C'est quand tu es de l'extérieur et qu'il y a une certaine lucidité, de bons conseillers, que tu peux voir et que tu peux entendre ce genre de discours. Mais Aboubacar Diallo, j'espère vraiment... L'ami, il est présent dans nos têtes. J'espère vraiment qu'on en sorte. Certes, on va encore aller à ce débat. J'espère qu'on en sorte. Mais quand on en sortira, il faut que le Guinéen accepte pour une fois de commencer à appliquer la loi. Parce que c'est de là qu'on sort. Vous savez, par définition, le dialogue, c'est un compromis. Lorsque vous discutez pour arriver à un accord, vous avez obtenu un compromis. Or, du compromis à la compromission, vous savez que la ligne, elle n'est pas bien grande. Facilement, vous tombez dedans. Malheureusement, l'État n'a pas respecté la loi. L'opposition est allée à ce dialogue. Je comprends qu'elle n'avait pas le choix. Mais parfois, dans les ententes, dans les accords convenus, l'opposition s'est compromise plusieurs fois. Et moi, j'ai envie de dire, je rejoins carrément les autres tout à l'heure qui disent qu'on ne fait que dialoguer, Cette politique ne nous rapporte rien du tout. On en convient tous. J'ai envie de dire qu'en Guinée, on dialogue pour s'entendre de ne pas s'entendre. Tamba, vous êtes en direct d'Espace Forêt. Vous nous écoutez dans toute la forêt. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Moussa Moïse, donc 3 minutes pour parler de ces jeunes magistrats, mais aussi de ces inspecteurs d'État. Deux choses. Il s'agit donc de ces jeunes magistrats. Le 23 mars 2018, ils ont prêté serment. Ils étaient un peu plus de 700 personnes. Je pense qu'à l'issue du concours, il y a 50 qui ont été retenus. Donc, ils ont prêté serment le 23 mars 2018. Et depuis 2015, donc, ce concours a été passé. Donc, il se trouve qu'ils n'ont pas été pour l'instant ventilés dans les différentes juridictions. Mais ils sont là. Certains avaient, d'autres m'ont confié qu'ils avaient des métiers ou des activités parallèles. Donc, avec ce concours et autres, ils ont été obligés de tout laisser tomber pour se consacrer entièrement à cela. Mais ils ne perçoivent
Rien du tout. Depuis lors, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas perçu un seul copec. On me parle plutôt de 550 000 francs qui leur est donné comme prime d'indemnité. Et cela, ce sont des primes que reçoivent normalement ceux qui sont auditeurs de justice. À partir du moment où ils ont prêté serment, normalement, ils rejoignent la fonction publique. Ils rejoignent la fonction publique. Mais ils ne perçoivent pas cela. Bon, du côté du ministère de la Justice, on apprend qu'il y a plutôt un travail, une réforme qui a été faite par Maître Cheikh Sako. Il a introduit une sorte de proposition de réaménagement de son cabinet. C'est un décret qui doit être pris dans ce sens pour permettre à ce que ces jeunes magistrats soient ventilés à l'intérieur du pays, mais avec possibilité d'occuper des postes de responsabilité stratégique, comme étant des substituts par exemple de procureurs ou autres dans les différents tribunaux. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait. On parle de problèmes de moyens, d'accompagnement, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que le ministère de la Justice... Forcément, parce que là on n'arrive pas à faire face aux petites revendications des greffiers. Le ministère de la Justice, c'est quand même... incroyable. En Guinée, c'est moins de 2% du budget national. Dans la sous-région, je pense que on ne peut même pas prendre l'exemple dans les autres pays. Donc je pense que c'est aussi un problème majeur du côté du ministère de la Justice. Ça, c'est ce qui concerne les magistrats, les jeunes magistrats. Maintenant, au niveau des inspecteurs d'État, les nouveaux inspecteurs d'État, au nombre de 17 recrutés en 2016, il y a 5 doyens parmi eux qui ont été engagés directement par le chef de l'État. Et à leur actif, il faut rappeler quand même que c'est eux qui ont mené les audits du côté du ministère de l'Enseignement, du ministère de l'Éducation nationale, qui a permis donc de déceler un gap un surplus de 31 milliards. Kao Kare s'en est précipité pour dire qu'il a fait l'économie de 31 milliards, mais c'est le travail fait par ces jeunes inspecteurs d'État qui a permis donc de mettre ce montant à l'abri. Ensuite, ils ont été faire un audit du côté de la Direction nationale des impôts. Ils ont permis là-bas à certaines sociétés qui ne payaient pas du tout leurs redevances. Ils ont permis d'engager au niveau du Trésor public 40 milliards de francs guinéens à ce niveau. L'OGP et l'OGC, c'est encore à leur actif. Mais à ce jour... Donc ce sont eux qui ont mené ces enquêtes. À ce jour, ils ne reçoivent absolument rien. Chaque trimestre, j'apprends, et ça c'est à vérifier, qu'ils perçoivent 2 millions de francs guinéens. Voilà, ils n'ont pas... Depuis 2016. Oui, ils n'ont pas de bureau. C'est grave. Ils n'ont aucun entretien. Il y a une grande salle du palais Mohamed VI, là où ils se retrouvent, une énorme salle où les 17 se regardent les yeux dans les yeux. C'est extraordinaire. Et à venir, on leur confie d'autres missions sur la défense des audits, sur la sécurité des audits, sur l'agriculture, la santé. Mais pour l'instant, dans quelles conditions? Quand on veut lutter contre la corruption, parce que quiconque parle d'audit parle de lutte contre la corruption. Donc le Premier ministre est interpellé là. Il faut mettre ces jeunes inspecteurs d'État dans les conditions. Ils ont 2 millions chaque trimestre. Ils doivent auditer, ils font sortir ça veut dire qu'ils ont environ 700 000, 650 000 par mois. Ils auditent des dossiers de milliards de francs guinéens. Ils auditent des dossiers de milliards de francs guinéens. Vous voulez qu'ils ne soient pas tentés par le diable? Vous voulez qu'ils ne soient pas tentés? Je ne les encourage pas à le faire, mais je dis... Lutter contre la corruption signifie aussi mettre les gens qui font les audits dans des conditions au moins minimales. C'est malheureux, c'est triste pour notre pays. Pour clore, pense-bête. Pense-bête, très rapidement. On salue bien entendu l'initiative du gouvernement qui s'attelle à nettoyer notre ville. Mais moi, je voudrais quand même lancer un appel au ministre des Travaux publics, des Transports et des Travaux publics, je crois, M. Moustapha Daïté, qui est comment je vais dire, en pole position de cette opération, de quand même permettre à ces éboueurs d'être protégés. Parce que j'ai vu des images sur Facebook, c'est incroyable. Vous avez des gens nus qui sont dans des caniveaux, dans les mains nues, dans de l'insalubrité énorme. C'est bien de faire travailler les gens, mais après, des équipements de protection, si après il faut que ces gens-là tombent malades, c'est grave. Merci à vous, Roby, et merci à toute l'équipe des Grandes Gueules. C'est comme ça qu'on referme cette émission, c'est le numéro de ce mercredi. Merci à toute l'équipe de cadrage, Abdoulaye et toute son équipe. Merci aussi à l'équipe de réalisation. Mamoudou Kone, le colosse du côté de la télé, et Mohamed Gabi, el maestro du côté de la radio. Merci de l'attention, où que vous nous avez suivi, ou que vous avez regardé cette émission. Demain, on se retrouve dans cette émission dès 9h. Nos invités, et là, j'ai Korno Mamadou Ba du parti NGC, notre invité politique, mais aussi monsieur Yati Kondé, le patron de la DDI. Il viendra en découdre avec les GG demain. Merci, au revoir.